Nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore. Eh bien, la C14, coalition de 14 partis d'opposition, porte désormais très mal son nom. 6 partis ont soit suspendu leur participation, soit carrément claqué la porte. Quelle lecture faire d'ailleurs des 18 mois menés, des 18 mois de lutte d'ailleurs, menés par ce regroupement de partis d'opposition soutenus par moment par la société civile, et bien entendu, nous poserons aussi bien la problématique des élections locales, aussi la présidentielle de 2020, et qui connaît déjà bien, la candidature, les candidatures naturelles, j'allais dire. Mesdames et messieurs, merci d'être là à ce rendez-vous. Alors pour y aller, nous avons à ce plateau M. Ildefonse Kofi Akpaki, promoteur du journal en ligne La Gazette. M. Ildefonse, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Dieudonné et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Deuxième journaliste à ce plateau, eh bien, M. Credo Tété, directeur de publication du journal Le Média. M. Credo, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Il est de la société civile, le Front Citoyen Togo Debout, M. Ricardo Agouzour. Bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir et bien des choses à tous les citoyens qui nous suivent. Très bien, nous restons avec vous. Le Togo est toujours debout là? Le Togo était toujours debout. Et Front Citoyen Togo Debout ne veut pas dire que le Togo est à terre. Mais c'est des actions que nous menons pour relever le drapeau togolais. Si je dis le drapeau togolais, les vertus d'une nation. Donc il faut l'installation d'une démocratie et que cette démocratie puisse rester dans la sérénité, comme on l'entend, pas une démocratie ailleurs. On voit une démocratie en Europe et en Afrique, une autre démocratie. Que la démocratie soit au bon sens. On vous avait vu avec beaucoup de ferveur entre-temps. Est-ce que cette ferveur démontre d'actualité au sein du Front Citoyen Togo Debout quand ce qui concerne l'alternance au Togo? Le Front Citoyen Togo Debout est toujours dans ses activités, la ferveur continue. Nous sommes à une étape de réflexion, comme ce que la coalition a fait. Vous savez que le Front Togo Debout est également avec les forces vives de la nation. Donc nous avons fait un forum citoyen ensemble et nous avons réfléchi sur les stratégies à converger nos efforts et nos forces pour continuer la lutte. Merci. Monsieur Ildefonse, en entame de cette émission, nous introduisions d'ailleurs ce qui concerne l'actualité de la C14. Vous, aujourd'hui à la Gazette, quelle lecture faites-vous de la situation de la C14 aujourd'hui? La C14 pour ne pas dire la C6 ou la C7. Alors, je suis heureux de répondre en tant que journaliste à votre question. Naturellement. Alors, les analyses ou les fruits de mes analyses aujourd'hui, lorsque je jette un coup d'œil sur tout ce qui s'est passé, je dirais que lorsqu'on est politiquement civilisé, et ça j'insiste sur l'adverbe politiquement civilisé, on ne serait jamais surpris de quelque situation que ce soit. Moi, je ne suis pas surpris pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous ces partis politiques pris individuellement, en leur sein, il y a toujours eu des problèmes. Maintenant qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, sur un plan purement politique, vous savez très bien qu'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et quand vous créez votre parti politique, que vous soyez maintenant membre d'un conglomérat ou bien d'un regroupement, vous aurez à la tête un pincement. Parce que même en étant seul, il y a des problèmes. Maintenant, vous êtes 14. Vous imaginez ce que ça peut donner? Aujourd'hui, je ne parlerai pas à la place de ceux qui ont mené la lutte au sein de la coalition. Mais je suis heureux de ce que, au terme de quelques mois, 18 mois, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu des journées de réflexion et il y a eu une autocensure ou une autocritique. Je suis là. C'est eux qui ont travaillé. C'est eux qui ont su que ça, nous avons réussi. Ça, nous n'avons pas réussi. Et pour quelqu'un qui a tous ses sens, lorsqu'il fait bien, il saura qu'il l'a fait bien. Lorsqu'il fait quelque chose de mal, il doit savoir qu'il a fait quelque chose de mal. Jetez un coup d'œil sur le document de la C14 et vous comprendrez qu'ils ne se sont pas dit eux-mêmes qu'ils ont abouti. Qu'est-ce que je dirais? Je fais une analyse de ce que
au bout de 18 mois, ceux qui ont conduit la lutte, que la C14 soit aujourd'hui éclatée ou pas, ceux qui l'ont menée ont compris aujourd'hui qu'il y a eu des ratés. Alors, s'il faut revenir, je suis sûr qu'étant des hommes très intelligents, ils auront puisé, tirer les leçons de toutes les erreurs qui ont été commises et relancer la marche. Selon vous. Très bien. Alors, monsieur Credo Tété du Médium, eh bien, vous semblez déjà annoncer le deuil de la C14 dans votre dernière parution. Oui, effectivement, dans notre parution d'hier, nous avons mené une analyse où nous disons qu'il faut faire le deuil de cette coalition. Le deuil de cette coalition, je vais aller dans le même sens, en partie, de mon aîné Ildefonse Akpaki, qui a fait le diagnostic. C'est vrai, c'était pas donné, mais si on fait l'historique même de cette C14, il faut dire que cette coalition a été enfantée dans la douleur et de façon prématurée. Je m'explique. Enfantée dans la douleur parce que ce n'était pas une action assez concertée. C'est au lendemain du 19 août 2017 que, quand M. Tipi Achadam a lancé l'appel à l'endroit de Jean-Pierre Fabre et des autres leaders, disons professionnels de l'opposition, qu'ils se sont concertés pour donner naissance à cette coalition de 14 partis. Maintenant, le caractère prématuré, c'est que ce n'était pas quelque chose qui était pensé, parce que bien avant même l'action politique de M. Tipi Achadam le 19 août, on a senti qu'il y avait des antagonismes entre les leaders de l'opposition par rapport à la démarche même du PNP, du parti de M. Tipi Achadam. Donc on a vu toutes les formes d'hésitation du parti de M. Jean-Pierre Fabre. Donc il a fallu qu'à un certain moment que Maître Apévon puisse apporter son soutien, suivi de M. Antoine Folly, qu'on peut difficilement définir comme toujours un homme politique qui ratisse l'âge. Donc voilà les explications qu'on peut donner au caractère prématuré et puis enfanté dans la douleur. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse avoir l'humilité de faire le deuil de cette coalition, parce que en 18 mois de lutte, avec un désordre politique qui a été implanté, donc ils n'ont pas su avoir le minimum de gains. Le minimum de gains, c'est qu'ils puissent, disons, ravir beaucoup de choses pour leurs militants qui ont passé le clair du temps, de leur temps assimilé au peuple togolais. Donc aujourd'hui, le constat est assez sombre. Donc il faut aller avec les derniers développement au sein de cette... Pour vous, aujourd'hui, il n'y a rien à mettre sous la dent, d'ailleurs, des actions de la C14. Rien à mettre sous la dent de la C14 aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez me dire concrètement ce que la C14 a gagné? Donc, la C14 n'a fait que multiplier les actions de rue qui n'ont pas donné aussi les effets escomptés. Et aujourd'hui, sur le plan politique, on ne peut pas parler de réussite. Mon aîné Ildefonse a parlé de raté, mais moi, je parlerai beaucoup plus d'échec même de cette coalition. Et c'est vrai, l'excuse qu'on puisse leur trouver, c'est que, comme l'a dit M. Antoine Folly, le chef de la délégation la dernière fois, pour rencontrer le chef de l'État sur une radio locale, il a parlé d'une somme de frustration au sein de cette coalition. Les sommes de frustration dénotent des comportements ou bien du leadership exagéré que certains leaders de la C14 ont voulu imposer. Et là, l'autre diagnostic aussi, si la C14 n'a pas réussi, donc il faut dire en partie la responsabilité est imputable également à la coordination. Parce qu'à un certain moment, on a eu comme l'impression que la coordination de la C14 faisait du 2 poids 2 mesures. La coordination n'arrivait pas à taper du poing sur la table lorsque un des acteurs de l'ANC ou bien du PNP s'écartait de la ligne, mais lorsque d'autres partis qu'on assimilait à de micro-partis voulaient planter le décor donc rapidement. Donc cela a été dans l'explication de ce que M. Antoine Folly, le président de l'UDS, a appelé frustration. Donc aujourd'hui, on voit, et avec cette affaire de millions qui auraient circulé dans la caisse de la coalition, on a vu comment est-ce que, dans un premier temps, là, je voudrais saluer M. Fulbert Atisso qui a eu le courage, dans la foulée des vœux de Nouvel An, à poser non seulement le diagnostic par rapport aux dernières élections législatives, mais qui a eu également à dire qu'il y aurait des cadeaux qui circuleraient au sein de la coalition. Donc on l'a voué aux gémonies, on l'avait traité au sein même de cette coalition de tous les noms d'oiseaux. Donc dans une certaine mesure aussi, M. Jean-Pierre Fabre,
le leader de l'ANC aussi avait fait économie de la vérité lorsqu'il a été interrogé sur l'existence, bien sûr, ce cadeau d'une trentaine de millions. Donc, dans un premier temps, il a menti, il a fait cette écononie de la vérité. Donc, c'est vrai, on ne dit pas à une grande personne que la grande personne a menti. Cette polémique d'argent, de toutes les façons, l'argent, il en existe toujours, le financement, il en existe toujours, mais plutôt peut-être c'est la communication qui est faite autour de la chose qui pose problème. Oui, mais les informations qui nous reviennent, c'est vrai. Donc, on aurait souhaité que la C14, lorsqu'ils ont eu cette largesse d'un président ouest-africain, qui puisse communiquer assez promptement pour dire que nous avons eu cela. S'ils avaient fait dans la communication, je suis sûr qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ça. Mais lorsqu'ils ont fait leur plénière au lendemain de ce gain, en parenthèse, il y a même un des leaders qui a conseillé aux autres de ne pas, que lorsque cette affaire serait sur la place publique, de ne pas accepter, donc de toujours nier parce qu'on est en communication politique. Donc aujourd'hui, les réalités sont là. Donc vous parlez bien sûr au conditionnel, hein? Un leader qui aurait conseillé. Oui, qui aurait conseillé parce que des informations nous sont parvenues. C'est cela. Merci. Alors, monsieur Ricardo, Togo Debout a soutenu certaines des actions de la coalition, la C14, bien évidemment, qui s'inscrivait dans la logique de l'alternance que vous souteniez plutôt plus fort. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été dribblé? Le sentiment d'avoir été dribblé, je dirais non. Vous savez, l'alternance est un facteur important de la démocratie. C'est pourquoi la société civile que nous sommes, nous nous y engageons. Mais aujourd'hui, le constat que nous faisons, un acteur sincère et sérieux doit s'inquiéter de la position de la coalition que de se moquer ou de rire. Parce que même l'État, le gouvernement, lorsque vous avez en face de vous une opposition qui n'est pas organisée, vous vous inquiétez. Parce que ça fait le développement de la nation. Donc, c'est un peu curieux. On s'inquiète ou on se renforce? On doit s'inquiéter. Vous savez, l'opposition dans un État est indispensable. On ne peut pas se réjouir du fait qu'on n'a pas d'opposition. Ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie. Vous soutenez aujourd'hui qu'il n'y a pas d'opposition? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposition. Je vois des acteurs sourire et clamer sur les toits que la C14 s'est éclatée. C'est un deuil. Je crois qu'ils se réjouissent. Celui qui parle du deuil se réjouit. Oui, se réjouit. C'est là que je dis, en réalité, on doit se soucier. Parce qu'on a besoin de construire une nation. Il faut un État, il faut un gouvernement, il faut une opposition. Aujourd'hui, le devoir de tous les acteurs, c'est de contribuer à avoir une opposition digne dans notre pays. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas été dribblés. Mais regardons celui qui est en face de nous. L'État, la dictature monstre qui est en face de nous, c'est elle qui empêche l'opposition de percer. Nous n'allons pas aller regarder les puissances faibles qui veulent accéder au pouvoir et continuer par essayer de les jeter du tort. Vous comprenez que lorsque le coup est mauvais, la femme peut tout faire, rien ne marchera sur le foyer. Alors je dirais qu'aujourd'hui la coalition, c'est vrai. Elle a reconnu. Chez nous, en Kabia, on dit, quelqu'un qui reconnaît que j'ai tort ne l'envoie pas chez le juge. La coalition a fait un jugement, a fait un bilan et elle se prononce qu'il y a eu des ratés. Elle n'a pas eu réellement ce qu'elle voulait. Mais cela ne veut pas dire que la lutte est terminée. Nous sommes dans la quête de l'alternance et la quête de l'alternance, c'est des étapes multiples. Et il y a des victoires d'étapes. On ne peut pas me dire aujourd'hui que le résultat est tout négatif. Ce n'est pas vrai. Justement, vous qu'est-ce que vous relevez aujourd'hui de ces actions menées par cette coalition que vous avez soutenue durant tous ces mois? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement a reconnu réellement qu'il ne peut plus gouverner à vie. Le chef de l'État fort s'est rendu compte à un moment qu'il a en face des citoyens honnêtes, qui sont sincères, qu'il faut le jeu de l'alternance au Togo. Parce que les gens étaient sur un boulevard. Aujourd'hui, Ford ne peut plus être dans la logique qu'il était avant le 19 août 2017. Vous comprenez déjà que lorsque nous avons une telle force, on se réjouit. De l'autre côté, il faut reconnaître que la société civile au Togo s'est réveillée à travers les activités, à travers les réclamations du peuple. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas être dans un jeu politique ou bien dans un jeu social et ne pas évoquer le sens de la société civile qui est Togo Debout. Nous nous réjouissons parce qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous un régime qui comprend qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer.
Nous ne sommes plus dans un éternel recommencement, dans un éternel sur un boulevard où on fait ce qu'on veut. Cette reconnaissance seule ne change rien. Non, écoutez, cette reconnaissance joue un rôle très fondamental. Parce que le Togolais que vous avez connu avant n'est plus le Togolais d'aujourd'hui. Et vous savez, tout ce qui se profile à l'horizon avec les échéances qui viennent, les acteurs politiques ne sont plus comme hier ce qu'il était. Le peuple n'est plus dupe, le peuple n'attend plus qu'on lui dise que c'est X qui a gagné alors que je n'ai pas voté pour X. Ça veut dire que tout est mis en jeu pour une alternance, qu'on le veuille ou pas, en 2020. C'est déjà une étape, un saut qualitatif et tout le monde attend. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a un échec, mais qu'est-ce qui va se passer en 2020? Posez-vous la question. Justement, nous allons revenir sur la problématique de 2020. Est-ce que l'alternance est d'office en 2020? Mais, monsieur Ildefonse, au début de la coalition et à la participation du dialogue, le 27e, le 28e dialogue, beaucoup avaient décrié la participation de la C14 à ce dialogue aujourd'hui. Est-ce que les faits ne leur donnent pas raison? Je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur deux choses. D'abord, pour moi, je considère que tous ceux qui font feu de 30 millions sont de petits esprits. J'ai compris pas plus tard, en février dernier, quand j'étais encore le 20... Pour vous, tous ceux qui fantasment sur cette affaire de 30 millions, c'est des gens de petits esprits. Ouais. Hein? D'accord. Oui, parce que j'ai échangé avec un politique de la formation NDC au Ghana sur justement ce sujet-là, qui disent, mais attends, il y a des grandes formations sur le plan international qui bénéficient du soutien financier. Mais vous voulez que l'on communique sur tout ce que la coalition reçoit comme soutien financier? Lorsque vous aurez votre société et que vous aurez à engager, ça c'est un exemple que je prends, des gens avec qui vous travaillez, dites-leur. Là c'est pas une société. Hein. C'est une société politique. C'est une société politique. Vous avez parlé tout à l'heure de coordinatrice. Naturellement. Oui, mais c'est parce que chapeauté. Et... Non, dans ce sens. Non, mais oui, j'en viens. D'accord, allez-y. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas tout mettre sur la place publique? Vous serez un mauvais politique quand vous vivez dans un conglomérat et que chaque fois, il faut informer de tout ce qui se passe. Vous savez, le problème n'est pas de mettre tout à la place publique. Aujourd'hui, si l'objectif est atteint, on ne reviendrait pas sur cette affaire. Est-ce que vous avez mené des investigations? Moi, j'ai parlé avec deux responsables politiques sur les 30 millions. D'abord, Nathaniel Olympio et puis le professeur Bogué, avant que ça là ne sorte. Tous étaient unanimes. Oui, ils ont reçu de l'argent et ce n'est pas quelqu'un qui est amené comme ça. Ils étaient tous là. Un. Deux, mais ils sont unanimes à dire que les dernières manifestations, c'est avec l'argent là qu'ils ont organisé tout cela. Et je dis, ayant une conception de la politique, je dis que ce sont les petits esprits qui peuvent... Alors, d'ailleurs, ceux qui spéculent sur les 30 millions, c'est seulement les 30 millions, ils savent. Bien sûr, ce n'est qu'une partie. Il y en a eu plus que ça. Oui. Et où alors? Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est juste une petite remarque. La deuxième remarque, c'est par rapport aux échecs. Moi, je ne suis pas touché dans le fort de mon intérieur quand on dit que la C14 a échoué. Ricardo a eu le courage de dire certaines choses. Je dirais, face à une machine oppressive du pouvoir, du régime, vous ne pouvez pas parler d'échec. Parce que j'étais sur un plateau avec un confrère qui défendait le parti au pouvoir, qui disait justement que... La taille de cette machine est bien connue, hein? Avant de se mettre ensemble. Oui, mais... La taille de cette machine est très bien connue par le regroupement. Mais et donc, ce n'est pas une surprise. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas, dit-on. Vous me comprenez? Et donc, lorsqu'il disait, les responsables de la coalition ont emmené les Togolais à l'abattoir, et je leur ai dit, c'est qui le boucher alors? Si je vous emmène à l'abattoir et qu'il n'y a pas un boucher, vous ne serez pas tués. Qui sont ceux qui ont tué les Togolais? Qui sont ceux qui ont tué les militants de la coalition? Mais en fait, la politique, ce n'est pas l'assassinat, c'est le combat d'idées. Lorsqu'un peuple se soulève pour dire « nous réclamons notre droit », on ne lui répond pas par des armes. Il faut être politiquement civilisé pour comprendre qu'un peuple ou bien un être humain, c'est même dit dans la constitution togolaise, la personne humaine est inviolable et sacrée.
Vous avez compris aujourd'hui que face à tout cela, une opposition sans armes, qui manifeste les mains nues et à qui on ne répond pas. Vous avez une fois vu tous les blindés qu'on met sur les rues ou dans les rues, les villes qui sont assiégées par des forces de l'ordre et de défense. C'est des faits. Revenons maintenant sur la question. Mais lorsque vous prenez tout cela, vous ne pouvez pas parler d'échec. Parce que, non mais, écoutez-moi, je voudrais qu'on se comprenne sur un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas égaux lorsque certains tiennent les armes dans la main. Et il faut comprendre ça aussi. La question maintenant. Très bien. Alors aujourd'hui, je parlais du début du dialogue. Eh bien, beaucoup ont décrié la participation de la coalition à ce dialogue comme quoi ne donnerait pratiquement rien. D'abord, est-ce que vous avez aujourd'hui un résultat de ce dialogue? Alors, ceux qui avaient décrié à l'époque la participation de la coalition à ce dialogue n'ont pas aujourd'hui de l'eau au moulin ou alors n'ont pas raison aujourd'hui. Vous pensez que la coalition a mal fait en participant au dialogue? Ce n'est pas moi. Vous m'avez posé une question. Très bien. Donc je vous réponds. Je ne réponds pas. Alors. Non, je vous réponds. Voilà. En vous disant que cela nous a permis, à nous, certains journalistes, de comprendre que le régime est toujours resté de la mauvaise foi. Et que le régime, ayant tout ce que nous avons comme richesse, a payé sa mauvaise foi à la communauté internationale. Parce que tout ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas me dire, la feuille de route qui a été déroulée, est-ce que cette feuille de route a été respectée à la lettre? Vous-même, aujourd'hui, quand l'ambassadeur d'Allemagne parle de la mise en œuvre des réformes, sur une chaîne là, j'ai crié et j'ai dit, mais si je n'étais pas bien éduqué, j'allais répondre en insultant l'ambassadeur. Parce qu'à la veille même de cette parodie d'élection là, on disait, mais la feuille de route dit il faut faire les réformes avant ça. Mais le G5, auquel appartient l'ambassadeur d'Allemagne, a crié, allez comme ça aux élections. Pourquoi on parle encore aujourd'hui de réforme? Si tant est que même la feuille de route déroulée par la CEDEAO, elle n'a pas été respectée. Vous comprenez? Les gens n'ont pas tort. Nous avons compris qu'on a en face de nous un pouvoir, un gouvernement, un régime qui a fait d'un système de gouvernance le mensonge, le vol, l'assassinat, la roublardise et tout. Ce n'était pas un péché de participer au dialogue. Très bien. Alors, ce téléspectateur qui dit bonjour, bonne émission, eh bien, je réponds au nom de M. Atisso. Bien, merci. Je remercie les invités, tout ce qui, à cause des explications, voilà, il n'a qu'à continuer. Voilà, ça c'est Togo debout, bien sûr. Dans sa droite ligne, il est temps pour que les Togolais se réveillent, vraiment trop. D'accord? Moi, je pense que l'opposition togolaise n'a pas de réelle politique. Il défonce. Est-ce que vous croyez à cela? N'a pas de réelle politique. Chaque parti politique est à la recherche de son profit et il faut donc qu'il propose une réelle vision à la population. J'ai dit tout à l'heure que quand vous créez une formation politique, quand vous ajoutez le prédicat ou le qualificatif politique, c'est la conquête du pouvoir. Alors la mission première de toute formation politique, c'est la conquête du pouvoir. Et j'ai dit, au sein même d'une formation, les gens se battent. Maintenant que vous êtes dans un conglomérat de partis politiques, il doit y avoir des problèmes. Et aujourd'hui, on parle de réel. Réel politique. Lorsque vous parlez de réel politique, par rapport à quoi? Est-ce par rapport aux normes internationales? Si c'est aux normes internationales, qu'est-ce qu'on veut? Je crois savoir que certaines formations qui sont membres de la C14, qui ont une fois participé ou qui ont proposé des candidats à la présidentielle, ont eu à poser ce que nous appelons des projets de société. Et parmi ces projets de société, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que cela n'est pas conforme aux normes. Et d'où, lorsqu'on me parle de ce que les partis membres de la C14 ne jouissent pas d'une réelle politique, je ne comprends pas. Même au sein de la réelle politique, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, lorsque on s'entend sur le thème réel politique, vous savez comment les partis politiques fonctionnent, surtout qu'au Togo, la loi dit que ces formations politiques doivent être financées, mais ça ne se fait pas. Ils trouvent les sous où? Je sais que le parti au pouvoir puise
Mais et les autres? Merci, M. Ildefonse. Eh bien, M. Credo, un téléspectateur trouve que vous allez trop vite en besogne en décrétant le deuil de la C14. Non, je crois qu'en parlant du deuil de la C14, j'ai eu largement le temps d'expliquer. Donc aujourd'hui, qu'on puisse me dire ce qui... Est-ce que ça vous réjouit? Non, mais je n'ai pas parlé, mais en tant que journaliste, j'ai fait un constat qu'aujourd'hui, donc, il est question de faire le deuil de la C14 parce que la C14, avec tout ce que nous avons connu comme action politique de cette C14, c'est pour aboutir à ce résultat. Donc, il faut penser à autre chose. Donc, il faut que la société civile s'assume et autres là. Parce qu'on a eu l'impression comme quoi nous n'avons pas des opposants, mais nous avons des professionnels de l'opposition. Donc des gens qui pensent que sans eux, les choses ne peuvent pas marcher. C'est parce qu'à un certain moment aussi, la société civile était endormie. Donc là, mon analyse, ça tient, il faut faire le deuil de la C14 pour penser à autre chose. Est-ce que vous pensez, si on prend la composition physique aujourd'hui de la C14 avec le PNP qui a été le premier parti à s'éloigner de cette C14 sans pour autant avoir le courage de l'exprimer, avec l'ANC de M. Jean-Pierre Fabre qui a démissionné de cette coalition, dites-moi, dans cette coalition, qu'est-ce qui reste encore? Donc la CDPA, donc on me parlera de la CDPA, mais la CDPA est un parti qui n'arrive même pas à faire le maillage du territoire politique togolais. Donc là, on ne peut pas me dire quels sont les actifs de ce parti. L'UDS Togo ne représente que son nombre ou bien l'ombre de son président. Donc les micro-partis qu'il y a, et avec toutes les frustrations accumulées au sein de cette coalition-là, donc je ne pense pas qu'on soit dans l'erreur de dire qu'il faut faire le deuil de cette coalition des 14 partis. Peut-être, j'irai loin en parlant. Donc du moment où nous faisons le deuil, donc il faut s'attendre à faire les obsèques de cette coalition et puis penser à autre chose. Donc c'est là où je voudrais interroger les acteurs de la société civile. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais à un certain moment, nous avons vu que la société civile aussi était bipolarisée. La société civile était bipolarisée. La société civile s'alignait sur des actions politiques. C'est ça aussi qui a fait que la société civile n'avait pas de l'embonpoint à un certain moment. Maintenant, j'ai écouté avec plaisir, comme d'habitude, mon confrère Ildefonse Akpaki, lorsqu'il parlait de petits esprits parce qu'on évoquait l'affaire des 30 millions. Mais moi, je dis, il faut être né d'esprit pour ne pas parler de ça parce que cela a été une gangrène, une plaie. Ça a entaché l'image de cette coalition-là parce que à un certain moment, dans la politique, surtout du côté de l'opposition, on a cessé de traiter les gens de vendus une fois que les gens ont voulu être un peu lucides. Je voudrais rappeler juste une petite histoire. Lorsque le MCD de M. Tchassona, de Maître Tchassona, avait appelé à titre conservatoire les populations et ses militants à aller se faire recenser, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Maître Tchassona? Qu'est-ce qui n'a pas été dit après sur Fulbert Atisso? Donc c'est dire que à un certain moment, donc, il y avait la loi du silence qui était imposée au sein de cette coalition-là. Et cela, ça a été justifié par les derniers propos de M. Antoine Folly qui a dit qu'il y a eu accumulation de frustration. Donc là, parler de cette affaire des 30 millions, ça ne doit pas être une erreur, on ne doit pas le voir comme une erreur ou bien une faute d'en parler, mais ça doit servir de leçon pour les autres leaders. Donc ça repose le problème du renouvellement de la classe politique, de l'opposition et également du parti au pouvoir. Beaucoup parlent aujourd'hui de corruption et autres. Je me dis, alors, ce n'est pas une affaire de corruption en tant que telle, un problème de financement n'est pas assimilé à la corruption, d'autant puisqu'un regroupement a toujours besoin des fonds de fonctionnement. Alors, lorsqu'on parle de corruption, c'est différent. Hein? C'est tout à fait différent. Non. Alors, je voudrais qu'on interroge le schéma ou bien le processus de financement. Pour bénéficier d'un financement, c'est qu'on a soumis un dossier, très bien, projet. Très bien. Dites-moi, est-ce que la coalition a soumis un projet à ce président ouest-africain? Mais c'est le président ouest-africain qui leur a fait un geste. Un geste, vous avez dit. C'était un geste. Moi, je ne pas de problème. On leur a fait un geste, mais il n'était pas obligé d'accepter ce geste-là. Parce que ce geste, moi, je l'entrevois, je le conçois. Et il n'était pas non plus obligé de venir l'exposer, ce geste. Non, mais moi, je crois que l'éthique voudrait qu'ils en parlent parce que on ne peut pas accepter ce geste politique de ce chef de l'État pour dire qu'on va faire des actions, qu'on va faire des manifestations avec. Et tout ce qui a englobé cela, dans un premier temps, les gars-là n'ont pas reconnu. Donc, ils ont fait dans le mensonge et autres là. Donc, il a fallu que le professeur Aimé Goguet sorte sur les antennes pour dire que nous avons reçu les 30 millions, mais que les 30 millions auraient servi
à financer les dernières manifestations autres là. Au moins, le professeur Goguet a eu cette humilité de le dire et autres là. Donc c'est là où je salue au moins son humilité autres là. Maintenant, la coalition, en acceptant cette largesse de ce président ouest-africain, s'est entachée. Ayons l'humilité, ayons l'amabilité de reconnaître cela. Donc c'est mon point de vue. Très bien, nous allons avancer. Oui, Nous allons avancer. vous avez déjà pris 5 minutes. Donc la seconde question, je suis là. Nous allons avancer. Pas une seconde question. Je vais à Togo debout. Alors aujourd'hui, la société civile est traitée d'inféodée. La société civile est traitée de colorée. Alors, est-ce que Togo debout aura encore la teneur d'accompagner une action d'une formation politique jugée allant dans le sens de la démocratie aujourd'hui, dans les prochains jours? Vous avez très bien posé la question. Est-ce que nous pouvons soutenir ou cautionner des actions allant dans le sens de la démocratie? Vous voulez que je dise non? Ça, c'est le bon sens. Tout citoyen qui va rejeter cette idée, je ne crois pas qu'il soit assimilé à la société. Et Credo disait que la société civile devait se remettre en cause. Il appelle qui la société civile? Il n'est pas politique, je suis d'accord, il est journaliste. S'il n'est pas de la société civile, c'est grave. Nous avons des journalistes dans la société civile. La société civile, c'est quoi? Je crois que Credo Tété est un homme de la société civile, qu'il ne le veuille pas. Et il a une responsabilité, il a un rôle à jouer. Et aujourd'hui, taxer la société civile de quoi? Lorsque vous jugez la société civile d'être infodée comme Togo debout, vous voulez qu'on cautionne un État dictatorial? C'est ça? Vous voulez qu'on dise non, n'allons pas aux réformes? Vous voulez qu'on dise non, tuer les gens avant de prendre le pouvoir? Marcher sur les cadavres des citoyens? C'est quoi la société civile inféodée? Je ne comprends pas. Lorsque nous prenons une position normale, dans le sens de la démocratie, ayons le courage d'apprécier des acteurs. Même si on n'a pas le courage de le dire parce que nous avons des intérêts ailleurs. Mais soutenons les gens. Comme ce qu'un chef d'État, je ne sais pas qui, a soutenu la coalition. Et je voudrais dire à Credo Tété, il est un journaliste, il n'a qu'à nos informations. Le chef de l'État, Eyadema Gnassingbé, a soutenu plus d'une dizaine d'opposants en Afrique à accéder au pouvoir. Le chef de l'État actuel fort soutient des opposants. Ça se fait partout. Dans la conquête du pouvoir, il y a toujours des actions dans l'ombre. Et c'est la diplomatie de couloir. Et je trouve ça trop bas qu'on puisse s'atteler sur une affaire de 30 millions de 14 partis politiques. Je ne comprends pas. Vous comprenez qu'aujourd'hui le débat est ailleurs. Mais cette affaire m'amène à dire que lorsqu'on dit que les citoyens doivent être formés tous les jours, c'est une nécessité. Thomas Sankara le disait, qu'un militaire qui n'a pas reçu une formation idéologique ou politique est un criminel en puissance. Moi, dans ce cas du Togo, je dirais, tout citoyen qui n'a pas une formation idéologique ou politique est un criminel en puissance. Si nous avons reçu une formation politique, idéologique, on ne va pas perdre du temps sur 30 millions. Putain. Ça n'a pas de sens. Putain. On perd du temps sur des inutilités. Mais que devons-nous faire pour sortir de la souffrance? Comment pouvons-nous faire pour pouvoir manger 2 fois ou bien 3 fois par jour? C'est ça qui nous intéresse à la société civile. Mais perdre du temps sur des inutilités, moi je trouve que les acteurs qui s'impliquent tous les jours à vouloir donner du coup à ceux qui prennent le courage et le risque pour le changement du Togo doivent se réveiller. Parce que c'est honteux. C'est honteux qu'on soit dans une nation et que nous tous nous souffrons et qu'il y ait des gens qui supportent la dictature. C'est honteux. Parce que nous sommes assis ici. Mais je ne vois pas quelqu'un qui vit à l'aise. Les gens vivent mieux. Tous les jours, ils ne s'occupent pas de nous. Mais posons-leur la question, est-ce que vous êtes les seuls Togolais? Si vous n'êtes pas les seuls Togolais, en quoi nous n'avons pas le droit de vivre comme vous? Lorsque nous posons cette question, nous pouvons comparer ailleurs. Il y a le Bénin, il y a le Ghana, il y a le Burkina. Vous n'allez pas voir des citoyens qui sont des fonctionnaires et à peine ils mangent par jour. Et les enfants ont du mal à aller dans les écoles. Quand on se pose toutes ces questions, on doit faire un débat sérieux et laisser des divagations qui ne nous intéressent pas. Très bien. En clair, M. Ricardo, eh bien, le Front citoyen Togo debout est encore prêt aujourd'hui à soutenir toute action allant dans le sens de la démocratie. J'appuie le mot toute action allant dans le sens de la démocratie. Nous nous impliquons et nous demandons à tous les citoyens d'accompagner. Parce que nous avons besoin de vivre mieux. Merci. Ildefonse, vous demandiez la parole. En fait, je voudrais revenir très rapidement, sur bien sûr. Un truc qui a l'allure de la morale. La morale recommande que
lorsque vous êtes en famille et qu'il y a un problème, tout se règle d'abord en famille. Le linge sale. D'où l'expression le linge sale se lave en famille. Je ne peux pas être membre d'un club que vous et moi nous formions et aller vous vilipender ailleurs alors que je n'ai pas posé le problème lorsqu'on était ensemble. C'est de la malhonnêteté. C'est de ça que j'ai voulu parler. Et ajouter que dans notre pays, comme il a dit Ricardo, tous ceux qui y soutiennent, vous me direz aujourd'hui que ceux qui composent Espérance pour le Togo aussi ont pris fin et cause et ils ont une allure colorée. Parce que ceux qui sont là-bas disent il faut changer la donne. C'est tout. Il faut changer la donne. Lorsque vous jetez un coup d'œil ou vous parcourez l'histoire togolaise et on vous dit que un 20 août 2006, on a signé un accord et que les termes de ces accords-là doivent se mettre en place pour qu'on ait des institutions fortes et que combien d'années plus tard on parle encore de réforme. Vous ne voyez pas que c'est de la mauvaise foi. Et bizarrement, les gens disent un accord, oui, mais pour l'appliquer, il faut un consensus. J'ai dit c'est trop bête. Moi, je n'ai pas été à l'école pour avaler des bêtises. Un accord suppose un consensus entre vous et moi, sinon on ne l'appellera jamais accord. Mais quand vous dites qu'il faut négocier le consensus du consensus, je trouve que ça ne va pas. Et vous voulez que ceux qui disent ça, moi je les cautionne? Je ne peux pas cautionner. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que tout ce que nous disons depuis le 20 août 2006 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le pouvoir à faire les réformes? Pour que tout ce que ce soit la société civile, que ce soit les cadres musulmans, tous ceux qui réclament aujourd'hui, il faut que le Togo change un peu d'image. Est-ce qu'ils ont tort? Mais avant tout, ils sont des citoyens togolais. J'ai dit tout à l'heure, qui est-ce qui vous dit qu'avec les armes à la main, nous sommes tous égaux au Togo? Qui vous le dit? Nous ne sommes pas égaux. Il y a des gens qui ont le pouvoir de vie et de mort sur d'autres. C'est de ça qu'il est question. Il faut avoir le courage de le dire. Monsieur Défense, merci. Eh bien, monsieur Ricardo, très bientôt, les locales. Quoi qu'on dise, la machine est en marche. Comment se positionne le Front citoyen Togo debout en face de ces échéances? Je pense que nous sommes de la société civile et ce qui nous intéresse, c'est les conditions des élections. C'est cela. Nous ne sommes pas des acteurs politiques pour courir aux élections. Mais nous posons les béabas des élections. Ce qu'il faut faire pour aller aux élections sans affrontement. Ce qu'il faut faire pour aller aux élections et après, on ne va pas compter les morts. On ne va pas compter des handicapés à vie ou des réfugiés. C'est ce qui nous intéresse au Front citoyen Togo dans la société civile. Nous voulons aller aux élections locales. Tout le monde connaît ce que c'est que l'élection locale. Depuis 32 ans, on ne les a pas organisées. Pourquoi? On se pose la question. Est-ce qu'elles sont utiles? Oui. C'est des élections capitales. C'est la démocratie à la base. Qui va se lever dans un État dit je ne veux pas des élections locales? Ça n'a pas de sens. Puisque la démocratie commence à la base. Nous sommes d'accord, oui, il faut les élections locales. Mais dans quelles conditions? C'est la question que nous nous posons. Et aujourd'hui, vous savez que le code électoral, si nous le prenons très bien, le fichier électoral que nous avons pour les élections législatives, le recensement, on ne peut pas se baser sur ce fichier pour aller aux élections locales. Il faut recenser les gens par rapport à leur domicile. Il faut poser un débat avec les acteurs concernés, faire une large ouverture pour discuter des conditions meilleures d'une organisation des élections locales qu'on n'a jamais organisée depuis 32 ans. Mais il faut que les gens comprennent que c'est une violation d'ailleurs de la Constitution, l'article 141, puisque l'État togolais est reposé sur les collectivités locales. Tant que les élections locales ne sont pas là, tant que les collectivités ne sont pas connues, ça veut dire que nous ne sommes pas en réalité dans une république. Alors c'est une nécessité d'aller à ces élections. Mais les conditions d'abord. Et aujourd'hui, les gens ont alimenté un débat que les réformes n'ont rien à faire avec ces élections locales. Je suis d'accord que la Cour constitutionnelle ne fait pas partie des élections locales, comme les élections à deux tours ou des élections
du président de la République 5 ans. C'est vrai. Mais avec le climat dans lequel nous sommes, comment pouvons-nous aller aux élections avec la frustration? Il faut décrisper l'atmosphère politique. Et cela va de la responsabilité du chef de l'État. On ne peut pas conduire des citoyens à des élections où nous avons des frustrations, ou dans des villes, les gens ne sont pas libres de circuler. Donc tout doit être revu avant de parler des élections locales. Elles sont capitales pour nous et nous disons que tous les acteurs devaient s'y rendre. Mais pas dans n'importe quelle condition. Alors pour vous, il n'y a pas encore de conditions pour aller à ces locales? Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de conditions. Mais je rappelle qu'avant d'aller à ces élections, il faut revoir les conditions. Celles qui ne sont pas encore posées, il faut qu'on les pose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conditions, parce que je ne sais pas les transactions qui se font entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, on a une nouvelle CENI, une nouvelle configuration de CENI. Ça ne suffit pas. Je suis d'accord qu'on a une nouvelle CENI, mais si nous voulons revoir les fondements, la façon dont cette CENI est venue, moi, excusez-moi, je peux dire que cette CENI, en réalité, on ne devait pas la faire. Vous voyez, les gens sont allés vite à des trucs pour pouvoir casser une CENI qui avait normalement son mandat jusqu'en octobre. Vous vous rappelez? Cette CENI devait aller jusqu'en octobre, finir son mandat. Il y avait cette réclamation politique. Il y avait cette réclamation. Donc, voilà pour couper tout court, on a cassé cette CENI. Nous ne voulons pas revenir là-dessus. C'est vrai que les acteurs, plus ou moins, se sont entendus, ou puisque j'ai vu des partis extra-parlementaires, j'ai vu les éléments de la coalition. Peut-être que les gens se sont entendus pour aller à la CENI, je suis d'accord. Mais lorsque la CENI va commencer par siéger, il faut qu'elle voit effectivement les citoyens qui ne sont pas recensés, comment ils vont faire pour se recenser. Sur quelle base? Et comment ça va se faire? Que cela ne soit pas comme un cadeau, hein? Puisque c'est un droit pour les citoyens de se faire recenser par rapport au code électoral. Les élections locales sont différentes des élections législatives. C'est ce que nous disons. Mais lorsque nous disons qu'il faut des conditions, les gens disent que nous sommes trop radicaux. Le mot radical, c'est quoi? Quand on est rigoureux, quand on est sérieux, on est radical. Ça n'a pas de sens. Je ne voudrais pas dans ce pays, après les élections, qu'on compte des morts, qu'on sorte des chars pendant que les gens sont dans les urnes. Ça n'a pas de sens. Un état de terreur, nous n'en voulons plus au Togo. Pour vous, la nouvelle configuration de la CENI n'est pas la seule condition pour aller véritablement aux élections? Mais effectivement, la CENI ne veut pas dire que les conditions sont réunies pour aller aux élections. Très bien. Oui. Credo, les élections qui se profilent là, vous pensez que c'est l'occasion idéale pour y aller? Les conditions Non, sont moi en je place, crois que les élections locales sont importantes dans toute démocratie et donc c'est l'expression de la démocratie à la base. Maintenant, s'il y a des couacs, des choses à corriger, donc il revient aux acteurs politiques de s'impliquer et puis de soulever ces points d'inquiétude afin qu'ils prennent langue avec l'autorité en charge de ces élections-là, notamment le ministère de l'administration territoriale, par ricochet le gouvernement. Mais tout bon citoyen honnête et loyal ne peut jamais dénier le sens ou bien, disons, l'effectivité de la tenue de ces élections locales. Il faut qu'on ait des élections locales au Togo pour pouvoir commencer à pratiquer cette démocratie à la base. Donc maintenant, le gros du travail revient à nos acteurs politiques. Très bien. Là, la balle est donc libérée aux acteurs politiques. Credo ne parle plus à la place des acteurs politiques. Alors, il défonce. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je ne suis pas d'accord avec Ricardo quand il dit que la Cour constitutionnelle n'a rien à voir. La loi dit qu'il faut un recensement communal avant qu'on ouvre les élections locales. C'est quoi d'ailleurs les élections locales? Les communales pour les villes, les préfectorales pour les préfectures, les régionales pour les régions. 3 phases qu'il faut suivre. Et la plus importante, c'est la phase censitaire, qui demande l'identification et la localisation du citoyen. Parce que lorsque nous parlons de communes, vous ne pouvez pas quitter Abalepédo pour venir voter pour quelqu'un à Cordelier-Copé. C'est pourquoi la loi recommande qu'il y ait un recensement communal. Et toutes les communes doivent avoir un fichier. On saura que lorsqu'on prend une première commune, qu'on taxe de E1, qu'on sache qu'il y a tel nombre d'habitants dans cette commune-là, tel nombre d'habitants dans celle-ci, tel nombre. Mais quand vous ne le faites pas, vous voulez tricher. La loi dit recensement communal. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut la localisation. Parce que
il faut aller à la biométrie pour que lorsque tu auras voté là et que tu viendras voter encore ailleurs, lorsque tu poses même ta tête là-bas, on te signalera que, allez, déjà, on t'a vu là. Mais quand on ne fait pas tout ça là, c'est la loi électorale qui le dit. Très bien. Quand on ne le fait pas. Alors, c'est vrai, dans notre temps, nous aurons le temps quand même de revenir sur les développements techniques de ce sujet. Maintenant, pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas question d'aller comme ça au local. Et vous voulez qu'on construise un État sur des bases normales, avec des lois, où lorsqu'on le fait, on sait qu'on le fait, c'est bon et pour toujours, ou bien on le fait d'une façon mauvaise et on revient. Moi, je ne suis pas d'accord avec la deuxième phrase. Rien ne nous pousse au Togo. C'est ce que nous avons dit quand il était question de dialogue, où on martelait qu'on devait aller aux élections le 20 décembre. Mais on disait que rien ne nous presse si on veut bien faire pour que tous les citoyens aient des conditions normales et des conditions qui nous permettent à tous d'être égaux devant la loi. On nous a précipités. Aujourd'hui, que les gens aient le courage de dire que c'est un échec le 20 décembre dernier. Ce que nous voyons, parce que nous ne sommes pas petits, on a vu des élections auxquelles on est allé même. Ça n'a pas été le cas. Vous voulez qu'on ait encore d'autres élections, comme il a dit tout à l'heure, pour qu'après, ils ont oublié de faire sortir encore les militaires pour voler les urnes. Maintenant, c'est des armes qu'on met. Pendant qu'on donne les résultats, il y a d'autres résultats qu'on essaie de faire parvenir. Vous voulez qu'on aille à des élections dans ces conditions, selon vous, les conditions ne sont pas encore très réunies. Alors, Monsieur Ricardo, eh bien, moi, je pense que ceux qui enterrent la C14, comme Monsieur Credo, n'ont rien compris. Eh bien, le PLP était-il... bon, parlait-il d'alternance 2020? Attendons de voir 2020. Ibrahim depuis Agouet, soyez clair et précis dans vos testos très généralement. Alors, 2020, c'est pour bientôt. Togo debout. Qu'est-ce que c'est que 2020 à venir? Tout le monde déclare déjà son champion. Il y a des candidatures naturelles, je le disais tantôt, qui s'enregistrent déjà. Je pense que c'est de bonne guerre pour les acteurs politiques de se prononcer et de déclarer des candidatures naturelles. Mais nous le disons, ce n'est pas pour les élections locales seules que le Front citoyen Togo debout réclame les conditions. Mais nous disons aujourd'hui ce qui est important, avant d'aller à une élection quelconque, surtout celle de 2020, il faudrait nécessairement qu'on sache quelles sont les conditions dans lesquelles nous voulons y aller. Nous ne pouvons pas aller à ces élections 2020 sans la limitation de mandats. Ça n'a pas de sens. Sans connaître exactement le nombre de mandats de celui qu'on va choisir demain. Je parle des réformes dont on parle. C'est vrai, 2020, quelque chose que nous fassions, les gens sont prêts à faire comme le 20 décembre. Mais il faut qu'on les réveille en tant que société civile, leur dit attention, ce que vous êtes en train de faire est plus dangereux. Amadou Mpateba disait qu'il n'y a pas une petite bagarre. Vous comprenez cela? C'est la bagarre, c'est les petites crises qui font naître des conflits. Et peut-être même des conflits armés. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays. Que les gens ne négligent pas des facteurs élémentaires qui peuvent se transformer en des trucs impossibles à gérer. Alors, les acteurs politiques, ceux qui veulent l'alternance, au Front citoyen Togo debout, nous disons qu'on ne peut jamais venir à bout de ce régime dans la division. Aucun parti politique à lui seul ne peut combattre ce régime que nous connaissons. Un régime que nous assimilons à un virus qu'on n'arrive pas à identifier, quel que soit le microscope. Aucun acteur politique de l'opposition. Il faut devenir soi-même virus pour l'identifier. Il faut multiplier des stratégies. Et un seul parti politique ne peut jamais venir à bout de ce régime. Donc nous insistons que même si nous sommes en train de faire des réclamations pour les meilleures conditions des élections en 2020, il faut que les acteurs politiques fassent un travail sérieux de ces élections en 2020. Qu'ils se concertent
dans l'Union parce que nous sommes en train de constater, parce que ça risque d'être un chaos. Mais nous sommes disponibles à dire ce que nous pouvons dire, d'apporter notre contribution pour que nous ayons l'alternance en 2020, quelle que soit la situation. C'est cela. Monsieur Credo, 2020 représente quoi pour vous aux médias? Non, mais 2020, naturellement, nous aurons les élections présidentielles. Donc, c'est l'exercice d'affirmation des hommes politiques, des partis politiques avec leurs ambitions. Mais déjà, comme vous avez eu à le relever, donc on voit des candidats naturels qui se positionnent. Donc, il faut que les acteurs politiques jouent franc jeu et qu'ils placent l'intérêt des populations au centre de leurs actions politiques. Mais je voudrais faire un petit détour pour répondre à ce téléspectateur, M. Ibrahim Dagoué, pour dire, lorsque nous parlons du deuil de la C14, c'est par rapport à la situation que vit aujourd'hui cette coalition de la C14, parce qu'il ne faudrait plus rien attendre de cette coalition de la C14. Je voudrais faire référence à la lettre de démission du parti de M. Jean-Pierre Fabre, qui, dans un paragraphe, lançait cet appel à la vigilance et à la résistance. Donc cela a tout son sens. Donc c'est dire que c'est pourri déjà de l'intérieur de la C14. C'est amer de l'accepter, mais c'est la réalité au-delà. Et là, l'autre point, c'est dire que nous devons aller vers une société civile plus responsable, plus engagée, pas uniquement aux côtés des politiques de différents bords, mais une société civile qui fasse la part des choses. Pour vous, aujourd'hui, la société civile ne fait pas vraiment... Je l'invite. La société civile, les acteurs de la société civile que nous avons comme l'impression que ces acteurs de la société civile sont inféodés à des courants politiques. Et que monsieur Ricardo, je parle du général, monsieur Ricardo, souffrait tous les regroupements de la société civile que nous voyons sur le terrain. Donc on a comme l'impression, si ce n'est pas avec X, c'est avec Y. Donc il faut qu'ils se départissent des chapelles politiques et jouent le rôle de l'équipe. C'est un appel au cadre général. Non, mais moi je crois que c'est un appel. Si vous vous sentez... C'est un appel important. Lorsque vous êtes dans la dictature et que des gens décident de cautionner la dictature, c'est normal qu'on ait deux sociétés civiles. Non, écoute, je ne vois pas on peut parler de caution de la dictature. Écoutez, non, mais le fait de faire des analyses, est-ce que c'est servir de caution à la dictature? Non, je ne parle pas de vous. Je parle de la société civile. Dans une précédente intervention, vous le laissez d'abord la parole. Là, excusez-moi, je ne vous touche pas. Je parle de façon générale. Vous savez comment se constitue la CENI? Pour retrouver les acteurs de la CENI du côté de la société civile, le gouvernement choisit la société civile qu'il veut et l'opposition parlementaire choisit la société civile qu'elle veut. C'est de bonne guerre. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on me dit qu'il y a deux sociétés civiles et l'une est telle, je voudrais dire aux journalistes, M. Credo Tété, que nous sommes dans un état atypique, dictatorial, et c'est la réalité des choses. Maintenant, pour sortir de ça, avoir une société civile neutre digne, qui parle au nom de tout, il faut arriver à la démocratie. Dans la démocratie, vous allez voir ces genres de trucs. Mais ici, ceux qui se cachent derrière pour cautionner la dictature sont obligés de diviser la société civile. Et nous sommes tranquilles dans notre peau. On n'est pas inquiété de tous les préjugés que les gens font. Très bien. Notre temps est parti, monsieur Ildefonse. Un mot pour donc résumer toute votre intervention à ce début. Non, je ne dirais pas autre chose que ce que Ricardo vient de dire par rapport au fait qu'il faut que nous ayons à l'esprit qu'en 2020, celui qui sera encore président de la République ou chef de l'État, comme vous le voulez, qu'on comprenne et qu'on sache qu'il est là pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois et qu'il ne revient plus. Quel que soit ce qu'il aura à faire, le bien ou le bon, qu'il ne revienne plus. Parce que nous devons dépasser cette étape-là. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à aller dans des pays, je reviens encore là-dessus, soyons civilisés politiquement et faisons évoluer notre cité Togo. Très bien. Merci. Eh bien, monsieur Credo, votre mot de la fin, je suis obligé de le demander parce que notre temps nous a... Non, ce que je voudrais dire, c'est dire à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui animent ce panel qu'en fait, la politique n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans une affaire d'église. Il y a un parti au pouvoir qui joue dans la conservation du pouvoir. Il y a
des partis d'en face qu'on appelle partis de l'opposition qui sont en quête de pouvoir. Mais lorsque ces partis d'opposition n'ont pas de vision, ne s'assignent pas une mission, ne développent pas des stratégies qui puissent durer dans le temps pour contrecarrer les actions politiques de ce parti qui joue dans la conservation, ce sont les résultats qu'on doit avoir. Et j'insiste là-dessus, la société civile doit être mieux organisée. Très bien, merci. Eh bien, monsieur Ricardo. Mon mot de fin, je voudrais m'adresser humblement au président de la République. Je veux le solliciter deux choses. La première, c'est la libération des détenus politiques, y compris son petit frère demi-frère Badia. C'est très important pour décrisper l'atmosphère politique aujourd'hui avant 2020. Deuxième chose, qu'il fasse un effort de se dire qu'il est temps d'être un ancien président jeune, que nous, ses petits frères, nous pouvons consulter à tout moment quand on a des difficultés. Que le peuple togolais ne soit pas embêté par tout ce que les gens disent aujourd'hui, puisque la lutte continue. Je vous remercie. Merci, M. Ricardo. Je partais très rapidement ces temps de ces questions ou alors rapport avec vous. Si je n'arrive pas à lire certains messages, pardonnez-moi, notre temps est parti. Félicitations aux responsables du Front citoyen Togo debout, M. Ricardo. Eh bien, il n'a pas la langue de bois, d'accord? C'est vous qui le dites. Il n'a qu'à nous former et nous informer. Monsieur Akako Kofi. Eh bien, bravo à tout le plateau. Actuellement, le Togo, on n'a plus d'opposition car si certains se permettent de quitter la C14, l'argent, est-ce que ça vaut la peine? Voilà, à cause de l'argent, je trouve que ça vaut la peine. En oubliant que, à cause de deux autres sont emprisonnés, certains autres sont emprisonnés, voilà, ils oublient quoi également. Et sans l'union, ils ne peuvent pas vaincre le régime en place. Donc, tout ensemble, levons-nous pour battre le peuple. Alors, pour aller à la victoire, en fait. C'est ce qu'il semble dire. Bon, il y a deux messages de toutes les façons. Nous ne pourrons pas tous les... Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bien, Togo debout, nous aurons l'occasion de vous revoir encore à ce plateau. La semaine prochaine, les acteurs politiques seront également à ce plateau pour leur analyse clé de la situation politique, sociale aussi au Togo. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Je rappelle, M. Ildefonse, vous êtes de Journal en ligne, La Gazette. Merci d'avoir été des nôtres. Monsieur Credo Tété, vous êtes le directeur de publication du journal Le Médium. Merci. Merci. Monsieur Ricardo Agouzou, eh bien, vous êtes membre du Front citoyen Togo debout. Merci pour votre présence. Merci, mesdames et messieurs. À très bientôt sur la radio-télévision d'État.